Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 30 janvier. Un premier résultat pour le 25e téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. L'importance pour les MRC que les parents de notre région qui ont un besoin de place en service de garde aillent y inscrire leur enfant. Le rallye de la mémoire de la Société Alzheimer en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine est maintenant disponible. Solde migratoire positif pour la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'année 2020-2021. La gestion des matières résiduelles, une enquête du BAP réussie. Et appel de collaboration pour le magazine Gaspésie. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent Gaspésie Île-de-la-Madeleine fut très heureuse d'annoncer un premier résultat pour son 25e téléradioton. L'objectif de 300 000 fut atteint au grand plaisir de tous. C'est d'ailleurs un magnifique montant de 366 658 $ qui a été amassé pour l'aide aux personnes handicapées. Il s'agit d'un résultat provisoire puisque la cueillette des dons se poursuit jusqu'à la fin janvier. Le ministère de la Famille devrait procéder à la mise à jour de son tableau d'estimation de l'offre et de la demande de places en service de garde vers la mi-fin février 2022. C'est à partir, entre autres, des données de la place 05 que le ministère met à jour ce tableau et qu'il octroie des nouvelles places en service de garde. Nous avons rencontré Marie-Élise Gagnon, la coordonnatrice du réseau des CPE de l'Est du Québec, à ce sujet. Bonjour Marie-Élise. Bonjour. En premier lieu, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le rôle des centres de la petite enfance et toute son importance? Les rôles des centres de la petite enfance, c'est vraiment d'offrir un service de qualité aux enfants 0-5 ans. Donc, selon un programme éducatif qui est établi par le ministère de la Famille, ça permet aux parents d'aller travailler en toute quiétude et d'avoir un service là, pendant qu'ils peuvent, c'est ça, exercer les activités de la vie quotidienne là, du lundi au vendredi selon les besoins. D'accord. Puis là, depuis 1997, il y a eu plusieurs embûches qui est venu mettre des bâtons dans les roues au réseau du centre des petites enfances. Il y a eu des compressions budgétaires, il y a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés à la formation et à l'éducation de l'enfance, plus la pandémie qui vient en mettre un autre couche. Mais comment se porte le réseau présentement? Le réseau se porte à merveille, là, malgré tout ce que vous avez énuméré, là, et ça va numéro 1 dans les centres à petite enfance en Gaspésie. Ça va vraiment bien parce que c'est un réseau, je dirais, là, qui s'adapte vraiment facilement à toutes sortes de situations. On parle là, de la pandémie, mais sachez qu'en CPE, on connaît la rougeole, on connaît la gastro, tout ce qui est pandémie, là, on sait s'y ajuster rapidement. Pour les compressions budgétaires, là, ça fait déjà un petit moment, on a réussi à s'adapter aussi. Puis présentement, on est en pleine période de développement. Donc, avec les appels de projets là, qui ont été annoncés par le ministère de la Famille, on est en plein développement. Donc, ça aussi, tout le réseau est prêt là, à y faire face puis à proposer des bons projets pour justement offrir un service de qualité aux gens de la Gaspésie. D'accord. Mais là, présentement, c'est le temps pour les parents d'inscrire leur enfant sur la liste des 0-5 ans? En plein ça. Dans le fond, le ministère de la Famille là, se base en grande partie sur la place 0,5. Donc, pour estimer là, les données géographiques là, de la Gaspésie, ce qu'on utilise, c'est la place 0,5. À partir de la place 0,5, ça nous donne des estimations sur le besoin de garde en Gaspésie. Pour tenir compte là, de tous les gens qui sont inscrits, il faut vraiment que le compte soit actif. Donc, pour ceux qui sont inscrits présentement, simplement valider que les comptes sont actifs et valides. Et valider aussi les installations pour lesquelles ils sont inscrits. Donc, les différents CPE, par exemple, ils peuvent en choisir plusieurs. C'est important que les comptes soient à jour et surtout pour les gens des autres régions, par exemple, là, qui voudraient migrer vers la Gaspésie. Si jamais il y a une adresse qui est disponible par ici, ça serait intéressant de l'inscrire parce que le modèle se base vraiment des adresses de la Gaspésie pour établir leur estimation démographique là, pour les besoins de garde. Donc, juste simplement mettre à jour là, leurs données sur la place 05 puis s'assurer pour ceux qui ne sont pas de service puis qui voudraient, là, dans un avenir assez rapproché, donc les mamans enceintes et les mamans aussi qui aimeraient ça placer leurs enfants en CPE, bien, ça serait intéressant que leurs données soient à jour sur la place 05. Les données d'estimation sont mises à jour toujours en février. Donc là, ça s'en vient, c'est vraiment le moment de les mettre à jour pour avoir une projection optimale. L'appel de projet est toujours en continu. Donc, à partir du mois de février, au moment où la mise à jour va être faite, les nouvelles données démographiques vont permettre l'appel de projet de se déployer en plus grande
partie. Présentement, sur le territoire de Bonaventure, il y a beaucoup de projets qui ont été déposés. On est toujours en attente de réponse pour ces projets-là, mais il y a beaucoup de projets de qualité de CPE qui ont été déposés. Donc, pour ça, on attend des nouvelles, mais c'est important quand même pour les nouveaux projets qui pourraient être déposés, que les données soient optimales et soient vraiment réalistes pour le réseau. Est-ce que la MRC du Bonaventure a vraiment besoin de ces places-là? Oui, vraiment, c'est en plein ça. Il y a vraiment un besoin criant. On entend beaucoup de parents qui ne peuvent pas aller travailler, qui tendent maman, tendent papa, grand-papa, grand-maman pour garder les enfants. C'est pas optimal au niveau de la garde. On le sait qu'en CPE, puis on est reconnu là, pour offrir une pédagogie de qualité. Donc, c'est vraiment important d'offrir ce service-là en tout positif. Là, ça peut juste être bien. Aussitôt qu'une personne tombe enceinte, là, elle peut s'inscrire directement. Exactement. Au moment où la maman apprend là, qu'un nouveau-né va arriver bientôt, c'est le moment de s'inscrire. Plus on est tôt, plus on a de chance d'avoir une place rapidement parce qu'on sait que les places poupons sont beaucoup prisées. Et c'est pour cette raison-là là, qu'on va avoir besoin de développer le réseau dans les prochaines années. Puis ce qu'on sait, c'est qu'un projet de développement au ministère de la Famille est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Par exemple, là, un projet de construction neuve peut prendre un maximum de 2 ans pour se développer. Donc, c'est extrêmement rapide. On peut avoir une place rapidement. Puis ça permet, là, c'est ça, de répondre à un besoin qui est criant là, dans la baie des Chaudres. D'accord. Le rallye de la mémoire est maintenant disponible et pourquoi pas devenir membre de la SAGIM. Bernard Babin, le directeur général de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à ce sujet. Là, vous avez débuté le rallye de la mémoire? C'est commencé? Oui. Oui, le rallye de la mémoire, là, c'est une activité de financement qui revient à chaque année. En Gaspésie, on est prêt à le mettre sur pied là au mois de janvier. Donc là, on est vraiment là dans la vente du rallye de la mémoire, qui est, comme je disais, une activité de financement. Le rallye se vend au coût de 15 $. Donc, les gens qui seraient intéressés peuvent directement nous appeler au bureau au siège social à Bonaventure au 418-534-1313. C'est des jeux. C'est des jeux, il y a des mots croisés, des mots mystères, il y a des questions qui portent sur la Gaspésie, sur le Québec, sur notre histoire. Donc, c'est vraiment de quoi de participer. Tout le monde peut participer. Il y a également des prix pour ceux qui ont eu le meilleur pointage. Il y a également des prix de participation, là. Donc, c'est vraiment une belle activité là qui revient à chaque année à la SAGIM. D'accord. C'est vraiment pour toutes les personnes de tous âges? Ah, absolument, oui. Puis, tu sais, là, je me dis, après ce temps-ci, il y a des gens qui sont un peu plus peut-être confinés, des gens qui ont moins la chance de sortir. Là, on dirait présentement, il fait froid dehors. Fait que j'ai l'impression que faire notre rallye de la mémoire ces temps-ci, là, serait une belle activité. La campagne de membership, as-tu débuté? Oui, puis ça, on a revu avec le conseil d'administration notre nouvelle politique de membership. À chaque année, on a environ 200 membres qui supportent l'organisme. Puis, l'analyse qu'on a faite avec le conseil d'administration, c'est qu'on pense qu'il y a plus de 200 membres sur notre territoire qui seraient intéressés de supporter la cause de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça, c'est le message qu'on veut passer à la population. Donc, les gens qui souhaiteraient devenir membres de notre organisation peuvent également nous rejoindre au siège social. Être membre à la SAGIM, c'est 10 $ par année. Comme je dis, c'est supporter la cause de la maladie d'Alzheimer, mais c'est également recevoir notre programmation à chaque saison. C'est vraiment des communiqués, des informations qu'on envoie à nos membres, et on a pris la décision qu'à chaque fin de mois, on aura quelques tirages pour nos membres qu'on va faire à partir d'un direct sur notre page Facebook. Donc, on a voulu innover la formule du membership, puis on aimerait bien là doubler le nombre de membres là qu'on a à la SAGIM. Donc, avoir environ 400 membres, là, ça serait un bel objectif. Les récentes données de l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, sont très réjouissantes pour la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Danny O'Connor, le directeur de la stratégie Vivant Gaspésie, nous en parle.
C'était un autre record encore cette année pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine au niveau du sol migratoire pour 2020-2021. Parmi les éléments qui sont la clé de notre succès, il y a beaucoup un travail d'équipe, là. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de personnes dans la région qui travaillent à temps plein à attirer et accompagner des nouveaux arrivants. Fait que ça aide beaucoup. On est structuré. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. On travaille avec les places aux jeunes, les services d'accueil des nouveaux arrivants. Ça, c'est aidant. On a les décideurs, les élus qui sont en arrière de nous aussi. Depuis 2017, là, la démographie, c'est devenu la priorité numéro un. Puis, il y a des moyens financiers qui sont venus avec ça. Puis, on a vraiment les élus là, partout sur le territoire derrière nous. Ça aussi, ça a eu un impact. Ça a été un moment tournant, là. C'est pas de hasard dans tout ça, là. Fait que tout ça mis ensemble, ça donne la recette qu'on a pour la région. Parce que, je ne l'ai pas mentionné, là, mais au cours de la dernière année, notre région, on se trouve à être avoir eu le taux on appelle ça dans le fond, là, le taux de gain par rapport à la population. On est les quatrièmes dans l'ensemble du Québec, derrière des régions comme les Laurentides, l'Estrie puis la Nodière, qui sont des régions là, vraiment en périphérie de Montréal. Eux en ont profité aussi, là. Fait que c'est vraiment pas banal ce qui est arrivé au niveau du sol migratoire. Et il n'y a pas juste le sol migratoire, on a aussi appris en même temps que l'ISQ là, estime que la population entre 2020 et 2021, là, elle a augmenté en Gaspésie de plus de 1000 personnes. Fait que ça, c'est beaucoup, là. C'est un village qu'on a regagné carrément. Et on est évidemment vraiment très, très content de ça, là. Puis c'était un scénario complètement différent qu'avant 2017, là, que la population baissait tout le temps, puis il y a même des fermetures de villages. À la fin des années 90, au début des années 2020, là, la région perdait entre 1200 et 1500 personnes par année. Fait qu'on perdait un village par année. À partir de 2010, là, on continuait à avoir des sols migratoires négatifs, puis une population qui diminuait, mais beaucoup moins. Et effectivement, là, depuis 5 ans, là, on est parti sur l'autre tendance complètement. Et ça, c'est pas un effet, on n'est pas la saveur du mois, puis l'année prochaine, ça va complètement arrêter, là. Et il y a des études, il y a des sociologues qui le disent, là. Il y a vraiment un renversement, là, autant, là, il y a eu une époque où les gens s'en allaient vers la ville complètement. Là, on est en train de vivre la situation inverse. Les gens, il y a beaucoup de gens là, qui quittent Montréal, on l'a vu là, dans les données. Là, Montréal a eu un sol migratoire négatif de moins 80 000, c'est pas rien, là. Et ces gens-là, donc, quittent pour des régions parce qu'ils veulent vivre là, un rythme de vie différent, être proche de la nature, les relations humaines aussi, là. C'est beaucoup nommé par les gens qui viennent s'établir. Et l'emploi est là. Fait qu'on a vraiment plusieurs choses là, qui attirent les gens vers la Gaspésie présentement. Puis pour ceux qui se demandent, c'est sûr que la demande en logement et en maison disponible, c'est un peu problématique dans ce temps-ci. Mais y a-t-il des choses qui sont faites présentement dans ce sens-là? Depuis 1 an, là, il y a plusieurs acteurs là, du milieu qui y travaillent, là. C'est connu. C'est complexe, par exemple, là, comme situation à régler, mais au moment où on se parle, il y a vraiment, au niveau des élus, au niveau des décideurs, il y a plein de gens qui travaillent activement à faire en sorte que la situation du logement s'améliore, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis vous, en plus, vous faites beaucoup d'efforts et de travail pour emmener des nouveaux gens, mais il y a aussi beaucoup de travail pour les intégrer. Et on a une formule qui fonctionne quand même assez bien. Tu sais, tantôt, là, je parlais qu'on était 20 personnes qui travaillaient à temps plein sur le territoire, là. Parmi ceux-là, il y a les places aux jeunes et les SANA que je nommais. Il y en a dans chacune des MRC là, qui répondent à une clientèle soit de 18-35 ans ou 35 ans et plus et personnes immigrantes. Et ces gens-là les accompagnent vraiment. Mais quand on parle d'accompagner, là, c'est vraiment là, de les suivre, puis les conseiller, les accueillir quand ils arrivent dans la région. Et donc, ça, c'est vraiment apprécié là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions qui sont en mesure d'offrir tout ce qu'on offre là, à ce niveau-là. Puis c'est sécurisant.
Parce que faut se dire, là, quelqu'un qui connaît, qui a vraiment un coup de cœur pour la région, mais qui n'a pas nécessairement de la famille ici, qui décide de partir de Montréal ou de l'Outaouais pour venir ici, c'est quand même une grosse décision. Et de savoir qu'il y a du monde rendu en Gaspésie en mesure de les aider là, au niveau du logement, des garderies, il y a plein de choses qui se font au niveau des places aux jeunes pour les aider puis les SANA. Ça les sécurise beaucoup. Et il y a une formule qui fonctionne aussi très bien depuis presque 15 ans. Les comités d'accueil des nouveaux arrivants, que vous avez peut-être déjà entendu parler, là, mais il y a des activités de réseautage qui sont faites pour justement aider les personnes à s'intégrer dans leur nouveau milieu de vie. Et il y a beaucoup de personnes qui y participent, puis ça donne des bons résultats. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que toutes les différentes MRC du territoire semblent quand même avoir un bon taux. Il y a un bon équilibre. Oui. Ça aussi, là, ça fait partie des records. Toutes les MRC de la région ont eu des soldes migratoires positifs. Et on parle de plus de 200 personnes là, dans chacune des MRC. C'est pas mal équilibré sur le territoire. Ça aussi, c'est vraiment intéressant là, de voir là, que ça donne des résultats pas mal égaux partout parce que il y a beaucoup de travail qui est fait là, dans chacune des MRC, des municipalités pour justement là, attirer et accueillir les gens. Fait que de voir là, que c'est bien partagé sur le territoire, nous, c'est une belle satisfaction. Nous nous sommes entretenus avec Caroline Duchesne, la directrice générale du Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, à propos d'une enquête très prometteuse du BAP portant sur la gestion des matières résiduelles. Bonjour Caroline. Bonjour. Là, dernièrement, il y a eu une conférence de presse de la part du BAP. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi au juste le BAP? Le BAP, c'est l'acronyme du Bureau d'audience publique en environnement. C'est un organisme qui est indépendant du gouvernement. Puis, quand le gouvernement leur donne un mandat au BAP, ils ont le pouvoir d'enquête. Donc, ils peuvent aller dans des ministères, exiger de la documentation. C'est ça, ils ont vraiment là un pouvoir. Fait que c'est un organisme qui fait des enquêtes pour nous. Il y a deux formes de BAP. Il y a des BAP génériques qu'on appelle, comme celui sur les matières résiduelles qu'on discute maintenant. Mais il y a aussi des BAP qui vont se faire sur des projets en particulier, comme on a vu en Gaspésie pour les parcs éoliens. À ce moment-là, c'était vraiment comment je dirais ça, des parcs par parc. Il y avait des projets différents, donc il y avait des BAP à chacun des parcs. Là, pour l'instant, les matières résiduelles, c'est un BAP sur un sujet et non pas un projet. D'accord. Puis là, la dernière conférence de presse, ça portait, c'est ça, sur la gestion des déchets résiduels. Oui, bien, en fait, le ministre avait demandé à ses commissaires de faire l'état des lieux. Autrement dit, l'état de la situation au Québec, c'est comment ça se passe, les matières résiduelles, puis pourquoi on a de la difficulté à atteindre notre objectif. Il y a eu un énorme travail de fait chez les commissaires qui ont regardé tous les aspects de la gestion des matières résiduelles. Ils en sont venus même à la conclusion que même avec les plans d'action qu'on s'est donnés 2011-2015 et le plan d'action 2019-2023, les objectifs qui sont dedans, au rythme où ça va actuellement, on les atteindrait juste en 2041. Fait que ça marche pas, là. Les objectifs, on peut pas les atteindre. Puis pourquoi? Ils ont vraiment fait un beau travail, puis ils ont fait le tour de la question. Puis ils nous sont revenus avec 11 orientations. Quel était-il, les 11 orientations? Là, je peux pas te les dire, les 11 par cœur, mais je peux te dire qu'il y en a sur la régionalisation. Tu sais, quand on parle de pas dans ma cour, là, ou qu'on voit des endroits où ils font des kilomètres de camionnage pour aller ailleurs parce que ailleurs c'est moins cher, ou il y a toutes sortes de situations qui fait qu'il y a du transport de matières résiduelles. Maintenant, ça va être chaque région devra s'organiser pour accueillir puis garder ces matières résiduelles chez eux. Ça va faire l'affaire de bien du monde. Mais ça, là, ce qu'on parle, c'est le rapport des commissaires. On parle des orientations qui sont suggérées. Mais maintenant, est-ce que le ministre va décider d'aller de l'avant puis de faire ce qui est recommandé? Là, on ne le sait pas, mais on suppose que oui.
Fait que dans les autres orientations, il y avait comme les produits uniques, ce qu'on appelle l'économie linéaire. C'est que c'est un produit que tu achètes, tu utilises, puis tu le jettes. C'est fini, ça. On va devoir changer notre façon de consommer puis de créer des produits de consommation. Il y a d'autres choses aussi. L'économie circulaire, qui est justement une économie qu'avec les matières résiduelles de on peut faire autre chose. Ça, c'est de l'économie circulaire. Ça va être priorisé. Les 3 RV qu'on appelait, là, récupération, valorisation, avec récupération, recyclage, réutilisation et valorisation. L'accent va être beaucoup mis là-dessus aussi. C'est vraiment, je pense qu'on est rendu dans un virage avec un peu plus de mordant. Parce que depuis 20 ans, moi, j'ai vu 2 politiques. Ils appellent ça la politique des matières résiduelles du Québec, là, sur les matières résiduelles. Puis cette politique-là, c'était toujours tendre vers un tel taux de recyclage, tendre vers... Fait que moi, je me disais, si la politique, elle n'a pas de mordant, puis que c'est pas l'obligation de faire ci ou l'obligation de faire ça, ben c'est justement ça qui est arrivé. On les a pas atteints, nos objectifs. Donc, on suppose que le prochain plan d'action, il va y avoir... il y a aussi des incitatifs, puis c'est ça, il y a plein de choses qui s'en viennent. Recyc Québec va maintenant avoir un rôle beaucoup plus grand qui va être au-delà du recyclage, qui va sortir du recyclage puis qui va toucher d'autres aspects. En tout cas, il y a plein de choses dans ce rapport-là de 700 pages. Je ne l'ai pas tout lu, mais il y a vraiment des choses. Les 11 orientations là, sont vraiment géniales, puis je pense que ça va faire un beau changement au Québec. Fait que ça, c'est un dossier qui avance quand même assez bien. Oui, mais on va avoir beaucoup de sensibilisation à faire, puis parce que changer nos pratiques puis nos habitudes, c'est pas facile. Puis c'est à force de le faire qu'à un moment donné, on y pense même plus, puis c'est un automatisme, mais il y a encore du chemin à faire. Mais j'y crois plus qu'aux anciennes politiques et plans d'action que j'ai vu passer là, dans les 20 dernières années. D'accord. Le magazine Gaspésie lance un appel de collaboration pour son 204e numéro. Marie-Josée Lemaire-Caplet, la rédactrice en chef du magazine, nous en parle. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. On s'était parlé, nous, en mars, pour le 200e, qui portait sur l'art populaire. Ça avait bien été? Les gens ont bien répondu? Oui, tout à fait. En fait, on est vraiment choyés. Là. Les gens sont vraiment près du magazine Gaspésie, puis on a toujours une belle réponse, là, tant au niveau des lecteurs que de la collaboration au texte. Là. On est des privilégiés. Puis là, ben, vous avez fait une nouvelle demande de collaboration, mais pour le 204e. Et il va porter sur quoi? Ça va être quoi les thèmes? Tout à fait. En fait, on est déjà dans l'appel de texte pour le numéro d'été. Donc, le thème, c'est les gares. On a parlé à plusieurs reprises, en fait, d'histoire du train en Gaspésie, mais on ne s'était pas attardé aux gares. Là. C'est vraiment des lieux hyper importants. Faut se rappeler qu'à une époque, là, il n'y avait pas plein de transports de disponibles. Donc, les gens quittaient par les gares, arrivaient. Il y avait toutes sortes d'histoires, l'architecture de ces bâtiments. Puis, il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont été déménagés. Donc, c'est vraiment des lieux extrêmement riches. Donc, on a décidé de poser notre regard sur cette thématique-là pour ce numéro-ci. Puis avec l'été, il y a quelque chose de vacances ou en tout cas de tour de la Gaspésie qui est intéressant aussi. Donc, on fait appel à la population là, pour avoir les bonnes histoires que les gens peuvent avoir dans leur mémoire. Quand on a vu l'apparition des gares puis du chemin de fer, là, tous les villages étaient vraiment comme dépendants du chemin de fer dans ce temps-là. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, oui, ça servait pour les vacances, les touristes pouvaient venir en Gaspésie, mais c'était aussi des lieux par où la marchandise arrivait, le courrier transitait par là, les télégraphes étaient dans les gares. Donc, c'était vraiment un lieu de communication, de transport essentiel. Puis ça a vraiment permis de développer et la Gaspésie et les villages. C'était aussi des lieux forts en émotion. On peut penser aux soldats qui quittent pour la guerre, bien, ça se faisait à la gare. Il y a sûrement eu des belles retrouvailles aussi dans certains lieux. Je suis certaine que les gens là, ont des souvenirs liés aux odeurs, aux bruits. Tu sais, c'était un lieu qui était extrêmement animé, qui était plein de vie, en fait, là, au cœur des villages.
ce que vous aimeriez avoir comme texte, au juste, ça peut être des histoires, ça peut être... Exactement, c'est assez large. En fait, là, il y a toujours comme 2 volets. L'histoire plus factuelle, plus formelle. Donc, ça peut être l'historique d'une gare, son architecture, vraiment quelque chose de plus officiel, entre guillemets. Mais ça peut aussi être des récits, des souvenirs, comme je disais, là, des belles retrouvailles qu'il y a eu ou des départs déchirants. Il y a peut-être des gens qui ont quitté pour la grande ville. Donc, si les gens ont des histoires dans ce sens-là, ça complète aussi vraiment bien l'histoire là, en mettant un peu d'humain et de souvenirs là-dedans. Donc, que les gens n'hésitent pas. Puis si les gens ne sont pas à l'aise d'écrire, je ne veux pas qu'ils s'arrêtent. Là, on est vraiment à la recherche de bonnes histoires avant tout. Donc, ils peuvent collaborer avec un membre de leur famille ou de leurs proches, mais ils peuvent aussi m'appeler. Puis, ils peuvent me raconter leur histoire, puis je vais en faire un compte-rendu. On ne veut pas que les gens s'arrêtent parce qu'ils sont moins à l'aise, disons, dans l'écriture. C'est des textes de combien de mots vous voulez? C'est assez variable. Ça peut être des petites histoires comme des articles de fond. Pour donner un ordre de grandeur, c'est de 600 à 1250 mots environ. La première étape, c'est vraiment de me contacter pour me parler du sujet, là, pour éviter d'avoir des doublons ou d'avoir plusieurs textes sur la même gare. Puis après, les gens ont jusqu'au 1er avril là, pour rendre leur texte ou moi pour le rédiger puis qu'ils l'approuvent après. Si jamais les gens ont des photos aussi ou des documents, des objets reliés aux gares, ça nous intéresse également, même s'il n'y a pas d'histoire qui vient avec ça. Si vous avez une petite trouvaille chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Là, ça nous fait toujours plaisir de voir ça puis de les publier le cas échéant. Là. Fait que là, le numéro, il va sortir quand? Il va sortir à la fin juin. Donc, avec les textes en avril, le temps de préparer tout ça, de réviser, de mettre ça en page, d'imprimer. Ça peut avoir l'air long parfois, mais ça déboule assez vite. Donc, ça va être là tout juste pour le début de l'été. Là, c'est sûr que la plupart des gens, ils vous connaissent, mais s'il y en a qui ne vous connaissent pas, mais qui aimeraient se procurer les magazines, vous pouvez les procurer où? En fait, le dernier numéro est disponible dans divers points de vente, là, un peu partout en Gaspésie. Si les gens veulent la liste complète, ils peuvent aller sur notre site Internet à magazinegaspésie.ca. Sinon, ils peuvent aussi le commander directement en ligne ou s'abonner. C'est un peu plus économique, puis on reçoit chaque publication directement à la maison. Donc, c'est vraiment une belle façon de découvrir ou redécouvrir là, différents pans de l'histoire de la Gaspésie. Je trouve le sujet super intéressant. J'ai déjà hâte que le numéro sorte pour pouvoir lire les histoires que les gens vont vous avoir envoyées. Mais vous n'êtes pas le seul parce qu'on a déjà reçu plusieurs bonnes histoires, donc ça a l'air de vraiment susciter l'intérêt, puis ça nous fait toujours plaisir. On a hâte aussi d'y travailler de façon plus détaillée. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 30 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!